Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au musée de l'Université de Mons, donc le MUMons. C'est le troisième et dernier volet de ce cycle consacré à l'histoire de la psychiatrie. C'est un cycle qui a été proposé par nos collègues Anne Staquet et Giovanni Briganti. Et donc on a la chance d'accueillir ce soir Jean-Noël Missac, qui est médecin et philosophe. Donc c'est vraiment des disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir croiser. Et Jean-Noël est notamment spécialisé en toutes les questions d'histoire de la médecine, de bioéthique. Et pour le reste, je te laisse la parole. Sois le bienvenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Micro ? Il n'est pas allumé. Si, mais il y a une coupure qui se fait. Vas-y, tu peux. Ok, il fonctionne. Près de la bouche, ok, très bien. Donc, ravi d'être dans ce très très beau lieu, sur cette place tranquille, la place du Parc, c'est ça, à Mons. Alors, on m'a demandé de vous maintenant. Et en fait, si j'ai écrit ce tout à fait par hasard, parce qu'on m'avait demandé. Vous m'entendez bien là? Ok. On m'avait demandé de coordonner un D1 en histoire, éthique et philosophie de la médecine à l'ULB. Et j'avais bien fait une thèse en philo, mais j'avais jamais travaillé, j'avais jamais fait un travail de recherche sur l'histoire de la médecine. Alors je me suis dit, c'est peut-être pourquoi ne pas commencer. Et à l'époque, je travaillais avec mon ami et collègue Gilbert Rotoy, qui est un philosophe de la technoscience, qui est mort il y a 3 ans, qui a écrit une œuvre importante. Et on publiait ensemble une encyclopédie de bioéthique. Et dans cette encyclopédie de bioéthique, on m'avait demandé de rédiger, c'est Gilbert qui m'avait demandé, de rédiger l'entrée psychochirurgie. Et donc, je me suis un peu documenté et je suis tombé sur un colloque qui avait eu lieu à l'ULB dans les années 80. Et j'ai été surpris qu'on invite en fait des neurochirurgiens ou des psychochirurgiens indiens qui avaient pratiqué ce qu'on appelle des amygdalotomies. Donc, c'est des destructions de l'amygdale, mais pas l'amygdale dans la gorge, l'amygdale dans le cerveau. Et à l'époque, je ne sais pas si on savait déjà que l'amygdale jouait, c'est un peu les travaux de Damasio par la suite, mais si on savait que l'amygdale jouait un rôle important dans les émotions, y compris dans l'émotion de peur, c'est une des régions du cerveau qui permet de percevoir le sentiment et de ressentir le sentiment de peur. Et on a fait, ces psychochirurgiens indiens, dans les années 80, ont fait des opérations pour détruire l'amygdale de façon bilatérale chez des patients, chez des adolescents qui avaient des troubles d'hyperactivité, des désordres intentionnels. Alors je me dis comment est-ce que c'est possible d'encore faire ça dans les années 80 et pourquoi est-ce qu'à l'ULB on invite ces psychochirurgiens? Et alors je me suis rendu compte qu'il y avait toute une histoire de la psychochirurgie en Belgique et je me suis dit il faut que j'étende le sujet parce que il faut recontextualiser la psychochirurgie dans un contexte plus large. Et donc, je me suis dit, je vais écrire qu'il n'y avait pas d'histoire de la psychiatrie biologique, il y a beaucoup d'histoires de la psychothérapie, etc. Mais il n'y avait pas vraiment d'histoire de la psychiatrie biologique. Et j'étais tombé sur le bouquin d'un historien de la médecine californien qui s'appelle Joël Braslow, qui avait en fait travaillé à partir de, j'ai oublié le titre de son bouquin, mais peu importe, il avait travaillé à partir de dossiers médicaux d'un hôpital de Californie, dans l'hôpital psychiatrique en Californie, à l'époque sur les traitements de choc et notamment les comas insuliniques. Et je me dis, ça c'est un travail intéressant de voir ce qui s'est passé, d'analyser les dossiers médicaux dans les hôpitaux psychiatriques pour voir ce qui s'est passé. Et c'était début des années 2000 et parmi les étudiants les étudiants qui n'étaient pas vraiment des étudiants parce qu'ils avaient, c'était des étudiants mais ils avaient une formation de médecin ou d'avocat, etc. Il y avait un psychiatre, un jeune PG en psychiatrie qui commençait
et qui avait envie de travailler sur un mémoire de fin d'études sur l'introduction des neuroleptiques. Et à l'époque, il travaillait à l'Institut Ithaca. Vous connaissez peut-être l'Institut Ithaca, qui est un hôpital psychiatrique à Bruxelles, rue de la Luzerne. Et je lui ai dit, mais peut-être demande si tu peux regarder les dossiers médicaux de ces années-là pour voir, pour étudier ce qui s'est passé vraiment. Il a fait ça. Et puis, moi, je me suis dit, bon, il a défendu son mémoire, il avait été voir les dossiers. Et après, on s'est dit, mais on ferait peut-être bien une histoire de la psychiatrie biologique à deux. Et on avait commencé, on s'est dit, il faut... Parce que l'étude de la littérature classique, à savoir les publications médicales, les publications, travaux des historiens de la psychiatrie, ça suffit pas pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Il faut peut-être aussi étudier les dossiers médicaux dans des institutions psychiatriques, mais ça suffit pas encore. Et la dernière, l'autre source possible, c'est la source orale, à savoir interviewer directement des psychiatres ou des infirmiers psychiatriques qui avaient connu, je sais pas, on peut pas parler d'âge d'or, mais l'époque héroïque de la médecine où on faisait des choses, des traitements empiriques un peu effrayants. Et c'est ce qu'on a fait d'abord à deux, et puis Rodolphe van Weenendaal, c'est son nom, qui est maintenant psychiatre à Bruxelles, n'a pas eu le temps, comme il était psychiatre, de poursuivre les travaux, et donc j'ai poursuivi les interviews seul. Donc cet exposé, mais aussi fatalement le bouquin, est basé sur ces trois sources: l'étude de la littérature, l'étude de dossiers médicaux. Donc j'ai étudié les dossiers médicaux à Ithaca entre les années 30 et les années 60, et puis des entretiens que j'ai eus avec des psychiatres ou des infirmiers psychiatriques. Et donc malheureusement, enfin à cause de l'arrêt, ils sont tous ceux que j'ai interviewés ne sont plus là aujourd'hui. Voilà. Alors, les questions, je dirais, philosophiques que je voudrais poser en arrière-fond, c'est est-ce qu'on peut considérer que la psychiatrie est une discipline scientifique ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire si c'est une discipline scientifique? À mon avis, si elle est scientifique, ce n'est que très partiellement. Et donc, c'est peut-être encore une discipline empirique. Et voilà une citation de Claude Bernard, qui est un médecin du 19e siècle, principe de médecine expérimentale. Et Claude Bernard écrit: le médecin est empirique parce que les remèdes sont trouvés par hasard et non par le raisonnement, mais c'est toujours par le hasard que tout commence, la science ne vient qu'après, et elle raisonne sur ce que le hasard a montré. On va voir que ça s'applique très bien à l'histoire de la psychiatrie biologique. Et puis une autre définition, qui est la définition de l'empiriste scientifique, mais on pourrait utiliser cette définition pour parler du psychiatre qui fait de la psychiatrie biologique au début du XXIe siècle. L'empiriste scientifique est un ignorant qui a conscience de son ignorance et qui cherche à en sortir. Donc le psychiatre du XXIe siècle. Je dis pas ça de façon péjorative. J'ai beaucoup de respect à la fois pour la psychiatrie, pour la discipline, pour les neurosciences. C'est pas du tout une critique. C'est simplement on comprend encore très mal ce que sont les maladies mentales, et donc tout le monde travaille à partir de ces disciplines et on essaye de bricoler des choses et d'aider les patients. Mais globalement, on est encore très largement ignorant, et donc dans le meilleur des cas, le psychiatre a conscience de cette ignorance et cherche à en sortir, mais ça va prendre encore, je crois, beaucoup de temps pour en sortir tout à fait. Alors, moi, je vais m'intéresser à la psychiatrie depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 60. Je suis pas compétent pour la période toute contemporaine, même si on peut en parler. Et il faut se replonger dans une époque qui est très éloignée, à savoir le début du XXe siècle, les années 1900-1920, à une époque où les psychiatres, les aliénistes, comme on les appelait à l'époque, n'avaient pratiquement aucun traitement efficace pour soigner les malades mentaux qui pourrissaient véritablement dans les institutions psychiatriques de l'époque. Et donc il y a une volonté à l'époque de changer les choses, et les médecins et les psychiatres de cette époque ont tenté
d'appliquer le modèle médical et de transformer la psychiatrie, qui a toujours été une discipline un peu marginale. Je crois qu'elle l'est encore aujourd'hui, une discipline marginale par rapport aux autres disciplines médicales comme la chirurgie ou la cardiologie ou la néphrologie, ou qui sont des disciplines plus ou moins scientifiques. Enfin, on comprend plus ou moins quand même plutôt bien la physiologie du cœur ou la physiologie du rein. Même les neurosciences comprennent relativement mal le fonctionnement du cerveau, même si on a fait beaucoup de progrès. Enfin, ma thèse était sur la philosophie des neurosciences, mais les bases biologiques des maladies mentales, il y a eu des progrès et on a des éléments, mais insuffisants pour vraiment comprendre ce qu'est la maladie. Et de toute façon, je pense qu'une approche positiviste, naturaliste serait insuffisante. Mais donc, l'idée à l'époque, c'était de transformer la psychiatrie en une discipline médicale à part entière, et donc de transformer la psychiatrie en une discipline scientifique. Comment? Simplement le modèle médical. Donc, vous avez une définition à l'écran définition de ce qu'est le modèle médical par Seymour Katy, donc qui est pas un psychiatre du début du XXe siècle, mais un psychiatre qui a joué un rôle très très important les bases biologiques des maladies mentales. Donc, si je m'intéresse à la psychiatrie biologique, encore une fois, c'est pas parce que la psychothérapie, tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, j'étais fasciné par la psychanalyse quand quand je faisais mon doctorat, d'ailleurs, sur la philosophie des neurosciences. J'ai lu Freud à cette époque, et on en parlait tout à l'heure. J'avais fait, quand j'étais étudiant en médecine, j'avais fait pratiquement tous mes stages en psychiatrie. Je me destinais à la psychiatrie. Et donc, Seymour Katy propose une définition du modèle médical. Donc, c'est assez simple. C'est d'abord, je lis, je traduis. À la caractérisation d'une maladie spécifique dans laquelle l'étiologie et la pathogénèse sont connues et le traitement est rationnel et spécifique. Donc l'idée, c'est d'abord trouver là où les causes des maladies mentales, donc identifier les causes, comme dans toute discipline médicale. Une fois qu'on a identifié les causes, on va mieux comprendre la physiologie, la pathophysiologie, la physiologie de la maladie. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie d'un point de vue neurobiologique, par exemple. Et une fois qu'on aura identifié là où les causes et qu'on aura mieux compris la pathophysiologie, on va pouvoir agir de façon efficace, enfin, peut-on espérer, en trouvant, si c'est possible, un traitement symptomatique ou de préférence encore étiologique. Ce progrès dépend, ajoute Seymour Katy, ce progrès dépend de l'acquisition de connaissances et peut souvent, il était assez lucide, peut souvent prendre de nombreuses années, voire parfois des siècles. De nombreux désordres médicaux et l'une ou l'autre maladie mentale se sont déplacés jusqu'à ce stade final de compréhension. Donc, on a réalisé le modèle médical pour ces maladies, mais de nombreux autres, on pourrait dire pratiquement toutes les maladies mentales, sont le long du chemin. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas du tout réalisé le modèle médical en psychiatrie et que plutôt les choses se sont passées à l'envers. C'est-à-dire qu'on a découvert des traitements, on ne comprend toujours pas ce que sont les maladies mentales, enfin pas très bien, et certainement on ne comprenait pas du tout au milieu du XXe siècle, mais néanmoins il fallait bien faire quelque chose, c'est ce que disait Madame Michel. Donc Madame Michel est une infirmière de Tite-Cas qui me disait on ne comprenait pas très bien, mais il fallait bien tenter quelque chose, donc on essayait des choses, c'était très empirique. Le modèle médical a fonctionné à l'envers, donc on a d'abord découvert des traitements de façon empirique. On a perçu que des choses fonctionnaient un peu par hasard, donc c'est le hasard, comme disait Claude Bernard, qui a fait qu'on a essayé certains traitements. À partir d'une interprétation du mode d'action des traitements, on a essayé de comprendre ce qu'était la pathophysiologie. Quant aux causes, je pense que ça nous échappe encore très, très largement. Mais le modèle médical a fonctionné à l'envers. Et comme le modèle médical a fonctionné à l'envers, je vais structurer mon exposé autour des paradigmes thérapeutiques, donc des
thérapie empirique. La psychiatrie est une discipline empirique. La psychiatrie biologique est une discipline empirique. Et si on part de là pour classifier l'évolution de la psychiatrie d'un point de vue historique, on voit qu'il y a 3 périodes très clairement. Deux périodes assez sombres, celle des traitements par la fièvre, donc on ne parle plus du tout aujourd'hui de ces traitements. Traitement de choc, ça vous en avez tous entendu parler, on a tous entendu parler de l'électrochoc, qui est toujours pratiqué aujourd'hui d'ailleurs, au traitement psychothérapeutique. La période de la psychopharmacologie qui a commencé en 1952 avec l'intuition d'Henri Laborie, ce médecin qui a perçu l'intérêt de la chlorpromazine dans les traitements en psychiatrie. Donc n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des questions, et comme on a un petit comité, c'est plus sympa de me contredire, c'est encore mieux. Donc, avant de commencer par cette période des traitements par la fièvre, les 3 fonctions de la psychiatrie et les historiens de la psychiatrie et les philosophes, des gens comme Foucault, ont particulièrement insisté. Donc, j'étais étudiant en philo à l'ULB, donc j'ai lu l'histoire de la folie à l'âge classique et puis les autres bouquins de Foucault. Donc, cette notion de biopouvoir avec l'idée que malades mentaux, et que donc c'est la fonction disciplinaire de la psychiatrie qui existe, qui a existé, qui existe toujours. Donc l'idée qu'il faut protéger la société en mettant à l'écart les malades mentaux, mais il ne faut pas oublier les 2 autres fonctions qu'on a eu tendance à oublier. Donc la fonction bien sûr thérapeutique, donc essayer d'aider les malades, de soigner, et bien sûr la fonction de recherche, essayer de comprendre les causes des maladies mentales et de comprendre les mécanismes et évidemment de trouver des thérapies. Alors, premier traitement par la fièvre, c'est un traitement dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, qui est la malaria-thérapie. Et von Jorek, qui est un contemporain de Freud, donc c'est un Viennois, a obtenu le prix Nobel de médecine en 1927. Donc un jour, c'est comme le prix Nobel de la paix, parfois. Donc peut-être qu'un jour, on va réanalyser les prix Nobel de la paix, les prix Nobel de médecine. Et donc, on a attribué le prix Nobel de médecine à von Jorek, qui a eu l'idée, en fait, de soigner des patients atteints de paralysie générale. Donc, c'est une maladie qui a pratiquement disparu. Paralysie générale, c'est la phase tertiaire de la syphilis, donc qui est provoquée par le tréponème, qui peut provoquer un tabèse, une maladie neurologique, mais aussi une paralysie générale, qui est en fait une atteinte du système nerveux central qui cause des troubles de type paranoïde. Et donc on a identifié Noguchi, un japonais, identifié le tréponème au début du XXe siècle. Et donc d'une certaine façon, on avait enfin identifié une cause d'une maladie mentale, mais on n'avait pas de traitement, on ne comprenait pas la pathophysiologie. Et le traitement était un peu découvert par hasard. C'est l'intuition de psychiatres ou de médecins de la fin du 19e siècle qui considéraient que... Et on retrouve cette intuition, sans doute fausse, chez des médecins de l'Antiquité comme Hippocrate et Galien. Donc l'idée que quand quelqu'un qui a une maladie mentale développe une fièvre, donc une maladie infectieuse, eh bien on peut constater une sorte d'atténuation, voire de disparition des symptômes liés à cette maladie mentale. Et comme à l'époque, on a à peu près aucun traitement efficace, on parle de nihilisme thérapeutique, c'est pour ça que les psychiatres du début du XXe siècle voulaient appliquer le modèle médical. Comme on a à peu près rien, dès qu'on a un petit espoir, eh bien on essaye. Et on a fait des essais fin du XXe siècle, et puis le premier traitement qui va s'imposer, parce que il ne s'agit pas, ça a l'air complètement fou et barbare, et effectivement c'était un peu barbare, mais il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Donc ce qui est paradoxal, c'est que ces traitements qu'on considère aujourd'hui comme barbares, comme la malaria-thérapie ou plus tard le coma insulinique ou le traitement de choc, étaient à l'époque considérés comme des avancées thérapeutiques et probablement, même s'il y a des exceptions, probablement pratiqués par des médecins plutôt humanistes. Donc c'est paradoxal que des médecins qui essaient d'aider les patients pratiquent des traitements qui
aujourd'hui nous semblent très, très, très limites. Et donc, von Jorek a l'idée d'inoculer le virus, l'agent responsable de la... C'est pas un virus, l'agent responsable de la... On n'a pas trop parlé de virus, mais c'est l'agent responsable de la malaria, en l'occurrence le plasmodium, plusieurs sortes de plasmodium, pour provoquer une malaria artificielle, enfin provoquer une malaria, dans l'espoir que les fièvres liées à la malaria vont atténuer les symptômes. Au départ, il y a deux méthodes. Soit, en fait, von Jorek à Vienne gardait, il avait pour la première fois un malade qui revenait du front. C'était la Première Guerre mondiale. Un malade qui revenait du front avec la malaria. Donc, il a prélevé son sang, il a réinjecté du sang en intramusculaire pour soigner un autre patient par ce biais. Et il y avait une autre technique qui était encore plus originale, si on peut dire, c'est ce que Madame Michel, donc une des infirmières de Titeka, Madame Michel a vécu presque, on peut dire qu'elle a vécu, elle avait une chambre à Titeka, c'est une infirmière, a travaillé des années 40, au tout début de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 80, même un peu plus tard. Et celle qui pratiquait les insulinothérapies, elle avait une chambre entre les deux salles d'insulinothérapie, et elle a encore connu la malariathérapie qu'on pratiquait encore dans les années 40, mais qui était lancée dans les années 20 par von Jorek, enfin un peu avant par von Jorek. Et donc là, elle explique, c'est Madame Michel, c'est une citation de Madame Michel, la malariathérapie, c'était sur les PG, donc les PG, c'est pas les dans cette citation, c'est pas les étudiants de médecine qui commencent leur spécialisation, mais c'est les paralytiques généraux. C'est sur eux qu'on faisait ça. Les insectes venaient de l'Institut tropical Nord-Anvers, donc on allait chercher des insectes porteurs qui étaient vecteurs du plasmodium à l'Institut tropical Nord-Anvers. On ramenait le bocal, on mettait le bocal sur la cuisse du patient, et le patient était piqué et il contractait ainsi la maladie. C'était vraiment une autre époque, évidemment. C'était une petite boîte avec l'insecte dedans et ça piquait et ça piquait. Alors, est-ce que ces maladies ces traitements étaient efficaces? Non, probablement pas. Mais néanmoins, comme à l'époque, il n'y a pas moyen de faire, il n'y a pas de méthodologie pour comparer les traitements, l'efficacité des traitements avec un placebo. Le double insu n'existait pas. Il faudra attendre la fin des années 30 et puis en psychiatrie le milieu des années 40 pour les premières études avec placebo, et même tous les premiers neuroleptiques se découverts, l'Aldo et tout ça, c'était l'intuition du psychiatre qui expérimentait. Ça se faisait à l'époque en grande majorité sans placebo. Vraiment, les études cliniques avec placebo, ça date vraiment des années... Il y en a eu dans les années 50, mais le début véritable, c'est dans les années 60. Et donc, à l'époque, c'est simplement le psychiatre qui a l'intuition que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Moi, je parle d'efficacité subjective. Donc, il est probable j'ai évidemment, comme vous, probablement des doutes quant à l'efficacité de la malariathérapie. Et alors, il y avait une sorte d'éthique aussi, mais une éthique évidemment minimaliste qu'on va retrouver chez Gasmonis, le pionnier de la psychochirurgie, qui était l'idée que la paralysie générale était une maladie très grave qui aboutissait souvent à la mort. Et donc, c'est l'idée que, comme ils allaient quand même très probablement mourir, on pouvait se permettre d'utiliser des traitements à risque. Donc, c'était l'idée sur laquelle les parétiques généraux avaient tout à gagner, très peu à perdre. C'est une expression que j'ai retrouvée sans doute dans une des publications du centre neuropsychiatrique. C'était le centre neuropsychiatrique Titeka, donc rue de la Luzerne. Donc, l'hôpital existe toujours. Et une autre branche de Titeka maintenant, depuis longtemps, mais ils ont rénové. Il y a une AGET, c'est l'autre centre de la polyclinique Titeka. Et donc voilà, ça c'est une citation, je pense, de Madame Michel. J'avais peur que le cœur lâche. Ce sont quand même des traitements à risque, c'était dangereux. La fièvre montait parfois jusqu'à 42 degrés. Et donc, c'est l'éthique, qui est une éthique évidemment, je ne sais pas si on peut parler d'éthique, mais c'est une éthique très sommaire qui fait que c'est un calcul risque-bénéfice
qui conduit, calcul risque-bénéfice qui est réalisé par le médecin, pas par le malade, qui conduit à privilégier, dans beaucoup de cas, l'invalidation, donc la malaria-thérapie par rapport à l'abstention thérapeutique. On verra que c'est exactement le même type d'éthique qui sera mise en avant par Egasmonis pour la psychochirurgie. Voilà ce qu'écrit Jean Titeka. Donc les Titeka, c'est vraiment une dynastie de médecins. Donc j'essaie de trouver le prénom Titeka, Raoul Titeka, qui fonde du XXe siècle. Et puis ses deux fils, notamment André Titeka André et Jean Titeka vont reprendre l'Institut dans les années 1930. Et ça, c'est une citation de Jean Titeka. Prenant en considération l'évolution fatale de la maladie, les psychiatres des pompiers a bien des chances de détruire une partie de ce qu'ils sauveront d'incendie, mais on les appelle tout de même. Alors, que se passe-t-il quand si on a une dépression grave ou des symptômes de type psychotique, eh bien, on peut être enfermé dans une institution psychiatrique, mais généralement, on ne reçoit aucun traitement. Donc, il n'y a pas de traitement, on attend que ça passe, en fait. C'est les cures de plein air, et souvent, les hôpitaux psychiatriques se trouvaient en bordure des villes. Donc, on attend que ça passe. C'est le cas en particulier pour des patients qui sont dépressifs ou même des dépressions mélancoliques. Alors, on intervient quand il y a des problèmes d'agitation, donc quand le patient pose des problèmes parce qu'il est agité. Et là, évidemment, il y a des traitements à visée thérapeutique dans le cas des paralytiques généraux, mais tous les autres patients, donc les patients, on ne parlait pas encore de schizophrénie à l'époque, mais de démence précoce, c'est le premier thème pour définir les patients atteints de schizophrénie, si cette maladie existe, comme disait Jacques Flamand à l'époque. Et donc, si le patient n'est pas agité, eh bien, il n'y a pas de traitement. Sauf pour les paralytiques généraux où on essaye la malaria-thérapie. On est agité, là on propose des choses parce qu'encore une fois à l'époque on n'a pas de neuroleptique, on n'a pas de sédatif, on n'a rien pour traiter directement l'agitation. Et donc que fait-on? Bien, le premier traitement pour essayer le remède à l'agitation, il y a deux grandes quêtes pour la psychiatrie au début du XXe siècle. Il y a une quête pour bien sûr comprendre les causes et la pathophysiologie des maladies mentales, surtout une quête pour trouver des remèdes efficaces pour aider et soigner les malades mentaux, mais aussi il y a une deuxième quête parallèle pour trouver des remèdes contre l'agitation psychomotrice, parce que l'agitation est le grand problème pratique auquel sont confrontés les psychiatres et les infirmiers psychiatriques, les infirmières psychiatriques à l'époque. Et donc, dans les années 30, le premier remède pour contrer l'agitation, c'est la balnéothérapie. Si vous avez vu des vieux films d'Hollywood comme La Fosse aux serpents, où il y a on voit ces images des salles de balnéothérapie avec des baignoires où les patients sont recouverts, seule la tête dépasse, il y a une planche en bois au-dessus qui laisse simplement libre le cou. Voilà comment Madame Michel décrit ce traitement. Le bain prolongé, c'est la Seconde Guerre mondiale, des gens comme Duret-Cosen, ce que je vais citer aussi par la suite, ou Jacques Flamand, étaient généralement des psychiatres qui s'étaient formés à la psychothérapie et à la psychanalyse. Et malgré ça, ils pratiquaient aussi ces traitements, la balnéothérapie, on l'a pratiqué assez longtemps, ou des traitements plus tard comme plus les comas insuliniques, mais enfin les électrochocs et d'autres traitements, et même la psychochirurgie dans
on va y venir, l'avènement des psychotropes et notamment la chlorpromazine et puis l'aldol. Ce qui frappait les psychiatres qui ont vécu cette révolution, c'était tout à coup le silence installé, enfin, un silence partiel évidemment, le silence installé dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, ça c'était la première période, traitement par la fièvre. Deuxième période, les traitements de choc, et bien sûr, donc d'une part le coma insulinique et des électrochocs qui ont évidemment, peut-être à juste titre, je ne sais pas, très mauvaise réputation depuis l'antipsychiatrie, puis le film avec Nicholson vole au-dessus d'un nid de coucou. Donc effectivement, ça montre aussi mais il faut bien se rendre compte que l'électrochoc est toujours utilisé aujourd'hui au début du XXIe siècle. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'utiliser de l'électrochoc dans des cas de dépression grave, dépression mélancolique, rebelle au traitement médicamenteux. D'ailleurs, en lisant un bouquin je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, donc c'est un écrivain français. Et moi, je suis tombé, je le connaissais sans le connaître parce que j'avais lu de lui une biographie de Philippe K. Dick, qui est un auteur de science-fiction. Ça n'a rien à voir, enfin, si ça a un peu à voir avec avait aussi des problèmes peut-être pas de psychose paranoïde, mais il était un peu paranoïaque. Donc, quand ses amis lui téléphonaient, il posait des questions pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un extraterrestre ou d'un agent du FBI. Et attendez, parce que je perds le fil de ma pensée. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Emmanuel Carrère. Et c'est un bouquin yoga. Je suis un peu tombé par hasard sur ce bouquin. Et au départ, il voulait simplement décrire, parce que Emmanuel Carrère, c'est un très bon écrivain, et il voulait simplement parler de la pratique du yoga, etc. Et ça commence comme ça. Et puis, au moment où il écrit son bouquin, comme il est maniaco-dépressif, il a fait une crise de dépression, mais très grave. Et dans son bouquin, il parle de son expérience à Sainte-Anne, à Paris, l'hôpital Sainte-Anne, où il est traité, non pas dans les années 30, mais au début du XXIe siècle, donc il y a peut-être 2015, 2016, 2017, je ne sais pas, enfin, il y a quelques années. Et là, on lui donne des médicaments, j'ai oublié le nom du médicament, c'est un médicament qu'on donne pour les patients épileptiques, j'ai oublié le médicament. Et puis alors, comme ça ne marche pas, enfin, au départ, c'est un peu efficace et puis il réagit très mal. Et donc, on propose les électrochocs. Donc, il parle de... Mais c'est pas le XXe siècle, quoi, c'est pas le début du XXe siècle, c'est aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si on est contraint aujourd'hui à utiliser des traitements... Bon, et c'est moins brutal qu'avant parce qu'il y a des anesthésies, mais enfin, quand même, si on n'a rien d'autre à proposer à un patient qu'un électrochoc au début, ça montre que quand même la psychiatrie, c'est quand même pas glorieux, quoi. On comprend pas très bien, on n'a pas de traitement efficace, enfin, de traitement partiellement efficace. Donc, deuxième période, c'est les années 30 et l'avènement des traitements de choc. Encore aujourd'hui, donc, une sorte de contraste entre la façon dont on perçoit aujourd'hui ces traitements et la façon dont ces traitements étaient considérés, je ne sais pas, par les patients, c'est plus difficile de savoir, mais certains patients demandaient qu'on pratique sur eux des électrochocs. Donc, à l'époque, ça a été perçu, les électrochocs et le coma insulinique ont été perçus comme une sorte de progrès thérapeutique. Parce qu'à l'époque, avant, il n'y avait rien, enfin, à part la malaria-thérapie, pour soigner les traitements, les schizophrènes, démons précoces ou les malades en dépression mélancolique. Un patient en dépression mélancolique, il souffre, on n'avait rien. Enfin, on laissait les patients sans traitement, la cure d'air pur. Et là, on a l'impression, c'est sans doute une impression subjective et sans doute que le traitement n'est pas objectivement efficace, mais on ne sait pas, c'est difficile de savoir. Et donc, on va découvrir parallèlement dans les années 30 d'abord le coma insulinique, puis les électrochocs fin des années 30 en 39. Et très rapidement, le coma insulinique, je vais expliquer, parce que moi je ne connais pas vos formations au niveau background, donc je fais comme si, si vous ne connaissiez pas.
donc le coma insulinique début des années 30, puis l'électrochoc, vont devenir les traitements de base des années 30 aux années 50, y compris jusqu'à la fin des années 50, avant l'apparition des premiers psychotropes, du largactyle en 52, puis de l'Adol en 58, et puis tous les autres psychotropes qui vont apparaître dans les années 50 et 60, les antidépresseurs, les deux classes d'antidépresseurs, de première classe d'antidépresseurs, fin des années 50, début des années 60, et puis les médicaments anxiolytiques, etc. Mais des années 30, et parce que même avec l'arrivée du largactyle, la chlorpromazine, les psychiatres, certains, ça dépend des services de psychiatrie, mais dans certains services, on n'utilise pas. Par exemple, à Titeca, on a très très peu utilisé le largactyle parce qu'on avait l'impression que c'était pas aussi efficace. Que pour traiter une maladie aussi grave qu'une démence précoce ou qu'une schizophrénie, il fallait un traitement en profondeur, et que ce traitement en profondeur, c'était encore le coma insulinique. Et pour la dépression, c'était l'électrochoc. Et donc, on a très peu utilisé à Titeca. Il a fallu attendre l'aldol et l'aldol synthétisé par Paul Janssen pour qu'on commence vraiment à utiliser quand les psychotropes. Mais donc, des années 30 aux années 55, eh bien, c'est... Oui ? Voilà, alors oui, tout à fait, on peut... J'y arrive tout de suite. Donc, le coma insulinique, on donne en fait on donne de l'insuline, ce qui diminue le taux de glucose dans le sang. Quand vous êtes en hypoglycémie, si vous descendez en dessous d'un certain seuil, vous devenez inconscient, rentrez dans le coma. Et au départ, donc c'est encore une fois, c'est le hasard. C'est Manfred Sakel, qui est un psychiatre aussi de Vienne, qui a eu l'idée, on appelle méthode de Sakel, c'est le coma insulinique. Et donc, au départ, c'est un accident. En fait, on utilisait l'insuline pour calmer les malades. Hein. Je vous disais, il n'y a pas beaucoup de... Je n'ai pas parlé des autres traitements de l'agitation, mais peu importe, parce que c'est trop barbare, donc mieux vaut ne pas en parler. Mais disons, l'insuline était utilisée comme sédatif. Et en l'occurrence, Manfred Sakel, dans les années 30 à Vienne, soigne des patients qui sont schizophrènes et parfois toxicomanes, parfois agités, et contre l'agitation, il donne de l'insuline et ça a des vertus sédatives. Sauf qu'une fois il y a un accident, on donne une dose trop importante d'insuline où le sujet réagit trop et tombe dans le coma. Et au moment où c'est un peu comme avec la fièvre, quoi. Au moment où il se réveille, on lui donne du glucose, ou on injecte du glucose en intraveineux. Et au moment où il se réveille, Sakel ou les infirmiers croient pouvoir constater que les symptômes n'ont pas disparu, mais se sont atténués. Et comme à l'époque on n'a rien, on se dit peut-être que c'est essai-erreur, quoi. La médecine empirique, c'est essai-erreur. Et donc on se dit bon voilà, c'est peut-être une solution thérapeutique. Et c'est ainsi que la cure d'insuline est née. Et encore une fois, là, c'est pas un traitement. C'est pas anecdotique, c'est pas un médecin qui a fait ça une fois de façon barbare et accidentelle, non. C'est le traitement qui est devenu le traitement de base dans toutes les institutions psychiatriques en Occident, donc aux États-Unis et en Europe. Et donc la cure d'insuline, le coma insulinique va être adopté dans toutes ces institutions à partir de 32-33. Alors, évidemment, c'est un traitement, on n'a pas envie de subir ce traitement. Je vais vous donner une description la description qu'en propose Madame Michel, qui l'a pratiqué pendant des années, puisque mais celle qui mais c'était l'infirmière qui pratiquait le traitement. Mais les psychiatres avaient l'impression, et je cite ici le docteur Henri Oven, qui est un médecin psychiatre à Mons, donc c'est ici, donc il a été chef de service de psychiatrie à Mons dans les années 30. Voilà ce qu'il écrivait dans une revue psychiatrique de l'époque. La méthode de Sakel peut être critiquée, il faut cependant reconnaître qu'elle a amené une véritable révolution. Donc il va jusqu'à parler de révolution. Constitue une thérapeutique
précoce ou schizophrénie, contre laquelle nos ressources thérapeutiques étaient jusqu'à présent à peu près nulles. Donc il y a un ouvrage célèbre d'un historien de la psychiatrie sur la psychiatrie du 19e siècle qui s'appelle Consoler et classifier, parce que les psychiatres de l'époque, les aliénistes, sont des sortes d'entomologistes, donc on peut classifier les maladies mentales, enfin, comme on le fait aujourd'hui encore avec les descendants du DSM, c'est plus le DSM-3, mais 4, 5, je sais plus où on en est aujourd'hui. Mais donc c'est classifié, mais on n'a pas de traitement à l'époque. Donc c'est consoler et classifier. Et c'est comme ça, en fait, jusque dans les années 30. Et puis dans les années 30 apparaissent ces deux traitements de choc. Et les psychiatres ont l'impression d'avoir une certaine efficacité. Ce ne sont plus des gardiens, ils deviennent thérapeutes. Alors voilà, voilà comment se passait une séance d'insulinothérapie. Donc c'était un traitement, c'était tous les jours, sauf le dimanche, pendant plusieurs semaines, pendant 4 à 6 semaines. Madame Michel, on commençait à 7 heures. Les infirmiers des pavillons des dames amenaient leurs malades. À l'époque, les hôpitaux psychiatriques étaient divisés. Il y avait section hommes, section femmes, section patients calmes, section patients agités, avec chaque fois les salles portaient des noms. Et il y avait 2 salles d'insulinothérapie, une pour les femmes, une pour les hommes. On commençait à 7 heures, les infirmiers des pavillons des dames amenaient leurs malades, on les mettait au lit et puis on pratiquait l'injection d'insuline. Quand elles commençaient leur coma, on notait l'heure, il fallait être précis. On était là pour voir s'il n'arrivait rien, il fallait faire attention qu'elles ne tombent ou qu'ils ne tombent pas hors de leur lit. On marquait l'heure, moi je ne la marquais pas, mais je savais à quelle heure avait commencé le coma. Et alors une fois qu'elles commençaient à s'endormir, je regardais qu'elles ne s'étranglent pas avec leur salive, parce qu'elles bavaient, ces malades-là, elles transpiraient, on les tamponnait pour qu'elles n'attrapent pas froid, alors pendant 1 heure, on les laissait dans le coma, après j'injectais du glucose intraveineux. Donc on donne l'insuline, on laisse les patients dans le coma pendant 1 heure, et puis le lendemain, eh bien on recommence, et comme ça pendant plusieurs semaines. Évidemment, on s'accueille le mode d'action des traitements en psychiatrie, même aujourd'hui. Enfin, je veux dire qu'on a bien des hypothèses, mais c'est sans doute moins rudimentaire qu'à l'époque. Mais à l'époque, on n'avait pas les connaissances suffisantes pour faire des hypothèses sur le mode d'action d'un traitement comme le coma acyclique ou les électrochocs sur le système nerveux central. Néanmoins, Sackel, comme les médecins n'aiment pas le vide, donc c'était ce que j'appelle les théories alibi, Sackel propose chez les schizophrènes, les cellules nerveuses sont affaiblies. Grâce à l'hibernation provoquée par le coma, les cellules retrouvent leur force. Nice, dans son bouquin de 1936 sur l'écotomie, sur la psychochirurgie, son premier bouquin sur la psychochirurgie, tentative opératoire dans le traitement de certaines psychoses, eh bien, on a aussi des théories extrêmement sommaires sur le mode d'action de la psychochirurgie. Et Sackel, assez lucide, ajoute: il ne faut pas confondre les hypothèses et leurs erreurs éventuelles avec le traitement. C'est l'application du pratique du traitement qui est supérieure à la théorie qu'il a sous-tend. Donc il se rend bien compte que sa théorie n'a pas beaucoup de sens. Alors voilà encore un psychiatre de Mons, c'est un des psychiatres que j'ai interviewé, mais c'est comme il y a longtemps. J'ai l'impression que c'est dans une autre vie que j'ai fait ça. Mais enfin, j'ai pas inventé. Hein, j'ai interviewé le docteur Bomboire chez lui, je pense, ça devait être au début des années 2000. Et le docteur Bomboire a pratiqué le coma insulinique, pas dans les années 30, mais juste après la guerre, sur ce traitement, encore une fois, qui nous semble aujourd'hui barbare, mais quand il en parle, il avait l'impression, c'est son expression, de faire quelque chose d'utile. Alors je lui donne la parole. Laissez-moi vous confier mon sentiment personnel. Quand j'étais à Mons, mon chef de service, le docteur Oven, que je viens de citer, qui trouvait que grâce au traitement de choc, on avait fait un progrès en psychiatrie. Monsieur Oven, il croyait à sa cure de Sackel. Vous voyez l'expression croire, donc c'est ce que j'appelle l'efficacité subjective. Donc on ne sait pas si c'était efficace ou pas, mais sans doute que certains psychiatres avaient l'impression que c'était efficace. Sans doute pour ça qu'il les proposait aux patients. Il y croyait. Et alors, quelques semaines après mon arrivée, quand j'ai vu la manière dont on sélectionnait, dont on traitait les malades, j'avais cette certitude que je faisais quelque chose de bien, que je n'étais pas médecin pour rien.
J'étais pas un gardien de prison, donc j'étais plus un taxonomiste comme au 19e siècle. Ces malades étaient triés assez bien choyés, entourés de beaucoup de soins. C'étaient des schizophrènes qui évoluaient depuis quelques mois. On prenait des cas relativement récents, si bien que je ne peux pas dire que ça a guéri, parce qu'elles auraient peut-être guéri toutes seules, je n'en sais rien. Mais moi-même, j'avais l'impression de travailler, de faire quelque chose. C'est quelque chose dont l'âge aidant, je ne rougis pas. Je me suis fait des illusions. Cette période de l'insuline de 47 à 52, c'était une des plus belles périodes de ma vie. Enfin, peut-être aussi parce qu'il était jeune, je ne sais pas. J'étais convaincu qu'on était dans la bonne voie, qu'on était efficace. Alors, il est honnête, il dit, je ne sais pas si c'est... Enfin, l'idée centrale, c'est que il avait l'impression de faire quelque chose d'utile, qu'il était plus simplement un taxonomiste. Alors, l'autre traitement de choc, c'est la convulsivothérapie. Donc, il y a bien sûr l'électrochoc, mais avant l'électrochoc, on a l'injection cardiazole. Le cardiazole étant une injection IV intraveineuse en cardiazole. Et ce traitement avait provoqué des convulsions. C'est une idée d'un psychiatre de Budapest qui s'appelait von Meduna, qui avait perçu, en étudiant la littérature, une sorte d'antagonisme entre l'épilepsie et la démence précoce. Donc, c'est encore des théories très, très, très rudimentaires. Hein. Donc, c'est l'idée qu'il avait l'impression que les patients épileptiques n'étaient pas, que les schizophrènes ne développaient jamais d'épilepsie et vice-versa, que les patients épileptiques ne présentaient pas de démence précoce. Et donc, c'est comme s'il y avait une sorte d'antagonisme théorique entre ces deux maladies. Donc, peut-être qu'en soignant des schizophrènes par des crises, des convulsions de type épileptique, on allait pouvoir aider les patients. Et en se basant sur cette intuition venant d'une interprétation très, très étrange de la littérature, qu'il s'est mis à provoquer des injections au cardiazole, donc des convulsivothérapies au cardiazole. Et le problème, c'est que ces injections provoquaient une anxiété extrême chez le patient. Donc, même les psychiatres de l'époque le reconnaissent. Donc, généralement, ils n'insistent pas trop sur les effets secondaires de leur thérapie, mais là, c'est clair. Donc, là, dans Jean Titeka, dans la revue du Centre neuropsychiatrique Titeka, parmi les inconvénients de ce traitement, il en est un qu'on ne saurait passer sous silence. C'est l'angoisse déterminée chez le malade par les injections convulsivantes. Les patients s'agitent aussitôt qu'ils voient un médecin pénétrer dans la salle, de telle sorte qu'ils vivent dans l'appréhension du lendemain. Et ça, c'est d'un dossier médical que j'ai lu, un des dossiers de Titeka. Donc, il y avait dans les caves de Titeka, je me rappelle maintenant, c'est des épisodes de mémoire qui me reviennent, grâce à vous, grâce à cette invitation. Donc, il y avait dans la cave de Titeka, j'avais demandé l'autorisation de Jacques Titeka, le directeur qui avait lui-même introduit une demande au comité d'éthique. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce serait autorisé, c'est beaucoup plus régulé. Mais enfin, comme j'étais médecin, on m'a donné accès à ces dossiers médicaux, mais c'était des vieux dossiers, hein, c'était dans les années 30 et les années 60. Et il y avait les classeurs noirs pour les hommes et les classeurs rouges pour les femmes. Et là, dans un de ces dossiers de 47, on lit qu'un schizophrène de 22 ans a gardé une peur suprême des piqûres, donc lui a fait l'injection cardiazole et a obstinément refusé tout nouveau traitement. Donc, c'était possible de faire la première piqûre, mais après, le médecin se débattait et refusait absolument une deuxième injection. Et donc, on est passé à quelque chose de expérimentations, c'est deux psychiatres italiens, Cialetti et Bini, en 1938 à Rome. Ils avaient fait d'ailleurs des tests, doser le courant sur des cochons avant de pratiquer les électrochocs sur l'être humain. Et rapidement, ce traitement, qui lui apparemment, c'est un des rares traitements où on peut considérer, même si c'est violent et on peut critiquer, enfin, esthétiquement, c'est bizarre de faire un électrochoc, on est bien d'accord, mais ça avait l'air d'être efficace, l'électrochoc. C'est un des rares traitements de cette première période qui avait l'air d'être efficace. Et d'ailleurs, c'était tellement efficace qu'on pratiquait les électrochocs sur tous les patients, en tout cas sur tous les patients déprimés et mélancoliques, et souvent avec de bons succès. Mais les premiers électrochocs se faisaient à blanc, c'est-à-dire sans anesthésie et sans curare, donc avec des vraies convulsions.
Et donc voilà comment Jacques Flamand et Madame Titequin en parlent. Jacques Flamand, l'électrochoc se faisait à blanc, il n'y avait pas de prévention de la convulsion. Chez des malades musclés, on pouvait provoquer des fractures. Moi, j'ai cassé, c'est bizarre, une omoplate dans ma carrière, c'est pas beaucoup. Et Madame Michel, il fallait, comme les patients que vous avez convulsions, les infirmiers tenaient les membres inférieurs pour éviter les fractures. Il fallait tenir le malade par les épaules et par les hanches. J'ai eu une malade qui a fait une luxation de la mâchoire que j'ai remise moi-même. Le docteur disait toujours, mais comment est-ce que vous faites cela, madame? Et alors, je parlais de... oui, l'électrochoc est perçu par les médecins comme un traitement miraculeux. Alors, s'il faut... Donc, c'est impossible à cette époque. Après, par la suite, je pense que dans les années 60, on a fait des études en double insu électrochoc contre versus les premiers antidépresseurs. Et on a bien montré que les électrochocs étaient souvent supérieurs et avaient une efficacité supérieure à ceux des antidépresseurs, en tout cas des premiers antidépresseurs. Et donc, les électrochocs ont été rapidement perçus comme une sorte de traitement miraculeux. Il faut se dire qu'à l'époque, encore une fois, les patients, on essaie de traiter les patients déprimés ou mélancoliques, les patients qui avaient des dépressions, mais les patients schizophrènes, ils recevaient... les patients schizophrènes recevaient excusez-moi, je suis confus. Les patients schizophrènes ou déments précoces recevaient un traitement insulinique, mais les patients mélancoliques ou déprimés, jusqu'au début des années 40, ils ne recevaient pas de traitement. Ils ne recevaient pas de traitement, on attendait que ça passe. Et là, tout à coup, survient l'électrochoc. Et donc, au départ, on essaie l'électrochoc sur tous les patients, les schizophrènes et les dépressifs. Mais très rapidement, le coma insulinique va devenir le traitement de choix de la schizophrénie et l'électrochoc, le traitement de choix de la dépression. Et donc, dans les années, à Titequin, ils introduisent un appareil électrochoc rond de Pierre-Lapipe en 1943 en contrebande, c'est pendant la guerre. Ils ont caché des juifs à Titequin, donc c'était encore une fois, c'est paradoxal, mais c'était aussi des médecins humanistes, même s'ils pratiquaient ces traitements qu'on trouve aujourd'hui, à juste titre, extrêmement violents. Et voilà comment André Titequin, donc le frère de Jean, donc les deux fils de Raoul, Jean et André, donc, qui sont médecins dans les années 30 et 40 à Titequin, jusque dans les années 50, qui était un peu lyrique dans son description d'efficacité thérapeutique des électrochocs. Que de fois a-t-on vu un mélancolique réfractaire pendant des mois à toutes les thérapeutiques anciennement en honneur, retrouver en quelques jours le sourire et la joie de vivre sous l'influence des électrochocs. On a l'impression que c'est une publicité des années 40 ou 50. Il était bien... Vous savez, ce traitement, on voyait la différence en 8 jours de temps. Très rapidement, les patients chez eux, on assistait à de véritables résurrections. Dr Louis Bott, qui était psychiatre et qui est devenu antipsychiatre par la suite, qui a dirigé l'hôpital de Senef, et je vais en reparler parce qu'il était un des premiers aussi à expérimenter l'aldol quand il était interne à l'université de Liège. Et donc, les électrochocs vont être remplacés par les antidépresseurs dans les années 60. Donc, mais il est déjà 7 heures. Donc, je vous embête avec toutes ces histoires. Déjà 7h10. Donc, il me reste combien de temps, là, pour... Non, j'avais un peu accéléré, mais... Donc, les antidépresseurs, on découvre dans les années 50 et 60 toutes les différentes classes de psychotropes, dont les antidépresseurs, inhibiteurs des monoaminoxydases notamment. Et le docteur Roberts, qui est un médecin Titequin, que les pilules, donc les antidépresseurs, mais en fait, les électrochocs n'ont plus été utilisés pour une raison. À l'époque, dans les années 60, très rapidement, on a donné du curare pour supprimer les contractions. Et donc, la nécessité. Les électrochocs à Titequin des années 60. Roberts, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il s'agissait d'un traitement très efficace
surtout dans la dépression. Les gens rentraient, ils recevaient 6 à 8 électrochocs à raison de 2 ou 3 électrochocs par semaine. Après 15 jours, on laissait repartir le malade, il allait travailler. On ne donnait même pas de congé. Je voyais que je soignais des mélancolies sérieuses en 6 semaines et que dehors, les gens traînaient avec des pilules, des antidépresseurs que je donnais aussi à d'autres patients. J'étais frappé par la différence. Et alors, je vais ajouter que l'électrochoc disciplinaire, donc un peu comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça a réellement existé. Et Madame elle-même a expliqué que quand la salle était trop agitée, eh bien, elle demandait aux médecins, donc Jean et André, de venir pratiquer des électrochocs. Les malades les plus agités, ou après ils étaient calmés, calme plat. Et le docteur Louis Bott, qui a connu aussi cette pratique, on utilisait les électrochocs pour calmer les malades les plus nerveux. Oui, j'ai encore vu cela, j'ai encore connu cette période des électrochocs punitifs. C'était souvent le personnel infirmier qui nous disait « ce malade est difficile, agité, méchant ». C'est un interne qui pratiquait l'électrochoc, c'était une époque. Et donc, j'ai parlé de cette notion d'efficacité subjective. Et donc, bon, je vais, 10 minutes, c'est bien puis, ok. Donc, c'est la fin de la première période de malaria-thérapie. Deuxième période, les traitements de choc. Et donc, un malade arrive dans les années 30 ou 40 jusqu'au début des années 50, il arrive à Titeka, il est schizophrène. Qu'est-ce qu'on fait les schizophrènes? On lui propose des comas insuliniques, il subit 4 ou 6 semaines de coma insulinique, très bien. Qu'est-ce qu'on voit dans le dossier? Le patient est guéri ou va mieux ou guéri et rentre chez lui. Très bien, chez lui, mais dans le classeur, on retrouve un peu plus loin, quelques mois plus tard, le patient ou la patiente revient, même diagnostic, rechute. Qu'est-ce qu'on fait? Même traitement. Il sort amélioré quelques semaines plus tard, il revient une troisième fois, troisième séjour. On fait la même chose et puis une escalade dans les traitements. Par exemple, on a pratiqué des électrochocs au moment de la période de coma des comas insuliniques. Et puis quatrième séjour, il revient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus rien à proposer. Alors, que fait-on de ces patients qui reviennent pour la troisième fois, qui sont toujours aussi malades qu'au départ, qui ont toujours des délires ou des symptômes de type psychotique, en particulier s'ils sont agités? Donc, il y a 3 possibilités. La famille accepte de les garder à la maison, mais ce n'est pas toujours facile et provoque des conflits parfois. L'autre solution, c'est de les parquer dans des asiles de province. Il y avait des asiles comme à Dave ou à Senef où les patients recevaient extrêmement peu de Titeka. Et la dernière possibilité, c'était ce qu'on a appelé le traitement de dernier recours, à savoir last resort. Il y a un très, très bon d'un historien de la psychiatrie américain qui s'appelle Last Resort, le dernier recours, qui est une histoire de la psychochirurgie. Donc la psychochirurgie comme le traitement dernier recours qu'on va pratiquer essentiellement chez des patients psychotiques, généralement schizophrènes, soit extrêmement agités, donc on soignait l'agitation ou l'angoisse. Donc c'est des patients généralement Donc, quand on avait épuisé sans succès tous les traitements classiques, on ne savait plus quoi faire avec le malade. 3 solutions restaient possibles. Le renvoi dans la famille du malade non amélioré, le transfert vers un asile de province ou le traitement de dernier recours, la leucotomie. Et voilà, donc ça c'est Egasmonis qui a aussi reçu le prix Nobel en 1949. Donc, il publie son bouquin en 1936, Tentatives réparatoires dans le traitement de certaines psychoses.
Et la psychochirurgie va pas avoir beaucoup de succès en Europe dans les années 30. Elle va être relancée par un psychiatre américain qui s'appelle Walter Freeman, qui va pratiquer la leucotomie transorbitaire. Je vais y revenir dans quelques instants. Et donc c'est après la Seconde Guerre mondiale, et dans cette période entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des psychotropes qu'on va pratiquer le plus d'opérations psychochirurgicales. Mais on va pratiquer la psychochirurgie encore bien loin dans les années 50, parfois même encore dans les années 60 et parfois plus tard, puisque je vous ai parlé de ces cas de psychochirurgie, mais ce n'était pas uniquement en Inde qu'on pratiquait la psychochirurgie. Il y a des psychiatres belges qui ont pratiqué très longtemps la psychochirurgie comme traitement de dernier recours, mais encore une fois, la notion de traitement de dernier recours est une notion extrêmement subjective, vous vous en doutez. Donc Egas Moniz, c'est le théoricien, et voilà la description d'une patiente après l'opération. Ça vient d'un dossier de Dr Hector. Voilà. Reproduit de façon stéréotypée sa signature une centaine de fois sur une simple enveloppe, fait également des signatures sur la nappe, est extrêmement les pieds mais ne le fait pas, n'a aucune initiative, mange lorsqu'elle est devant son assiette à table, mais si au moment du repas elle est dans son lit, ne parle jamais ni de ses enfants ni de son mari, ne pose elle-même aucune question sur un le constat. Oui, c'est très tard. Hein. On avait à l'époque, on avait l'aldol. Donc voilà le dossier. Voilà ce qui s'est passé en amont. Donc c'est une patiente qu'on a été chercher pour montrer comment ça se passait à l'époque. Donc c'est une patiente que les psychiatres ou le personnel de Titeka était cherché chez elle, sans doute parce qu'elle était trop. Et là, l'infirmière qu'elle reconnaît parce qu'elle a déjà été soignée par elle. Et malade. Et son arrivée de l'aldol, même dose, mais pas suffisant, que ça marche pas. Et c'est curieux parce que dans le dossier, moi, de mémoire, il y avait une note d'un autre médecin d'hôpital qui subit l'opération et pourquoi, avec de grands points d'interrogation. Donc déjà, à l'époque, il y avait une controverse de la pertinence de pratiquer ce type d'opération. Et donc, c'est jour plus tard, donc le docteur Hector, dont je viens de parler, pratique la leucotomie et un accident côté droit au cours de l'opération. Et voilà comment un des médecins de Titeka décrit l'état de la patiente un mois après l'intervention. Actuellement, après la leucotomie, la malade est calme et extrêmement ralentie. Il est très difficile que la malade se lève. Elle est sociable, répond gentiment qu'elle va se lever, mais il faut presque la forcer pour qu'elle le fasse. Donc, d'une certaine façon, la psychochirurgie marque l'impasse dans laquelle était la psychiatrie avant l'apparition des premiers psychotropes. Donc, on va surtout pratiquer la psychochirurgie comme, en théorie, traitement de dernier recours avant l'avènement de la psychopharmacologie au début des années 50. Et voilà comment le docteur Flamand parle de la psychochirurgie.
Moniz a publié son ouvrage en 1936, mais en Belgique, la psychochirurgie n'a commencé qu'après la guerre. Tout d'abord, il fallait que des chirurgiens du système nerveux acceptent, donc des neurochirurgiens, acceptent de s'y intéresser. Nous avons obtenu la collaboration de neurochirurgiens assez facilement, dans la mesure où ils n'avaient pas de responsabilité autre que technique. L'indication, c'était nous les psychiatres. On en a pratiqué beaucoup, trop, pas autant que les cures d'insuline, mais tout de même beaucoup. La lobotomie préfrontale principalement. En réalité, les indications étaient mal définies. C'est dans la schizophrénie que l'on a le plus tenté au début. La section de voie entre le cortex et les régions sous-corticales pour améliorer les inhibitions, etc., avec des succès incontestables, pas très spectaculaires, suffisants pour qu'on continue pendant un certain temps en constatant très vite qu'il y avait des effets secondaires non négligeables. Il y avait généralement, après la disparition des symptômes majeurs, en l'occurrence l'angoisse ou l'agitation, on faisait ça pour calmer en fait. C'est le traitement de dernier recours pour calmer l'angoisse ou pour calmer l'agitation. Quelques possibilités de reclassement de ces malades en société. On observait après l'opération un déficit capacitaire. Donc on coupait les fibres du cortex préfrontal. Au départ, Moniz creusait un trou et au départ, il injectait des produits. Et puis, il introduisait une sorte de petit scalpel coupé à l'aveugle des fibres du cortex préfrontal. Et évidemment, on sait que le cortex préfrontal joue un rôle central dans les fonctions mentales supérieures. On connaît aujourd'hui, avec les travaux des neuropsychologues, Damasio et bien d'autres, le rôle essentiel du cortex préfrontal, et c'est des régions du cerveau qui interviennent dans la planification du comportement, d'où effectivement, comme dit Jacques Flamand, un trouble capacitaire, un trouble neuropsychologique. Donc c'était patient qui était peut-être moins agité ou moins anxieux, mais qui était très très diminué cognitivement. Qu'est-ce qui a fait penser que ce genre d'opération pourrait améliorer l'état du patient? Comment c'est venu en fait? Mais c'est venu en fait parce que Egaz Moniz, ça c'est pas si c'est la légende ou la réalité, mais c'est comme ça qu'on raconte les choses dans l'histoire psychique. C'est comme ça que Moniz raconte les choses. En fait, il a assisté Moniz avant de publier son bouquin Moniz n'était pas chirurgien, c'était un médecin portugais qui travaillait en Lisbonne, et il a assisté à un colloque sur les fonctions du cortex frontal aux États-Unis, où des neurophysiologistes pratiquaient des opérations de ce type, donc neurochirurgicales, sur des singes, et montrant que des singes chez qui on avait développé une sorte de névrose expérimentale, donc qui étaient agités, devenaient calmes après l'opération. Et la légende, on ne sait pas si c'est arrêté la légende, Moniz aurait dit lors de ce colloque, mais si on parvient à calmer des singes, on pourrait utiliser la psychochirurgie pour calmer des malades mentaux. Et donc au départ, c'était ça, c'était un traitement de l'agitation, c'était ça au départ. Et puis après, on l'a essayé dans d'autres... c'était le traitement de dernier recours, quoi. C'était parce qu'on ne savait pas quoi faire en fait avec ces patients dont personne ne voulait, la famille n'en voulait pas, ils étaient agités, donc voilà, c'était des patients qui étaient gêneurs en quelque sorte, quoi. C'était donc Simone Durécozen était, moi je l'ai connue dans les années 80, puis je l'ai interviewée en 2000. Elle dirigeait un laboratoire de médecine psychosomatique. Donc, c'était pas la psychiatre. Il y a eu des psychiatres un peu primaires qui pratiquaient ça. Mais Simone Durécozen, elle avait une formation en psychanalyse, quoi. Elle avait lu Freud, c'était une personne cultivée qui était une des premières à faire de la médecine psychosomatique. Et pourtant, donc, dans certains cas, elle a proposé le recours à la psychochirurgie et surtout, elle s'est occupée du traitement psychothérapeutique de sujets qui avaient subi la leucotomie. Voilà ce que m'a raconté Simone Durécozen il y a quelques années. Je ne me suis pas beaucoup impliqué dans le projet. J'en avais posé l'indication. Il s'agissait d'un malade où toutes les thérapeutiques avaient échoué. Donc, c'est le traitement de dernier recours, en principe, parce que ce n'était pas toujours le cas. Des malades en souffrance intense et pour lesquels l'alternative, c'était l'asile ou l'opération. Donc, l'asile de province ou l'opération. J'étais donc favorable, ou plutôt je n'étais pas opposé,
à la leucotomie. On la faisait très rarement à l'Institut Bruckmann. Je me prononçais en faveur de l'opération lorsque, sur le plan de la souffrance générale du malade et de sa famille, elle pouvait avoir des conséquences favorables. Donc, sur le plan de la souffrance générale du malade et de sa famille, elle pouvait avoir des conséquences favorables. C'était un pis-aller plus humain que le statu quo. Entre autres, j'ai donné le feu vert. C'est une des rares fois où j'ai conseillé une leucotomie chez un jeune malade, un caractériel grave et débile mental chez qui on avait tout essayé. Quand les leucotomisés rentraient après l'intervention, c'était véritablement des légumes. Donc, c'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Les infirmiers utilisaient ce terme-là aujourd'hui. Évidemment, on n'utiliserait plus ce terme aujourd'hui. Quand les leucotomisés rentraient après intervention, c'était véritablement des légumes, comme on les appelait à l'époque. J'avais le goût d'un contact individualisé avec le malade et je me suis aperçu qu'en s'occupant d'eux au jour le jour, il restait beaucoup moins bradypsychique, beaucoup moins lent. Alors, je me suis mis à faire de la rééducation. Pour ceux qui n'avaient pas bénéficié d'une rééducation, ils restaient à peu près comme des légumes. J'avais vu l'un d'eux avant l'opération, un mélancolique grave et anxieux. Je le revis un an après, il vendait des fleurs à côté d'un cimetière. Il était sur sa chaise toute la journée avec le visage de quelqu'un qui regarde passer les trains alors que ceux que j'avais stimulés étaient dans un état bien différent. La conclusion d'un des médecins de Tite K, la psychochirurgie n'est pas un progrès dont la médecine doit se montrer particulièrement fiers. Le mieux valait trouver les causes des maladies mentales et les moyens de les éviter. Donc on en revient à ce fameux modèle médical. Donc je vais aller vite sur la dernière partie parce que j'abuse vraiment de votre patience. Voilà, donc c'est la psychopharmacologie. Donc la découverte des neuroleptiques va vraiment changer le climat dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà une citation de Flamand, dernière phrase, dernier paragraphe de la DIA. Très vite, les salles se sont calmées. Les agitations classiques dangereuses sont disparues. Donc, on va découvrir le largactyle en 52 et l'aldol, laboril, le largactyle en 52, laboril puis Jean Dolé à Paris. En 58, l'aldol, l'alloperidol synthétisé par Janssen. Donc, les agitations disparaissent. Donc, on trouve à la fois, je vous avais dit qu'il y avait une double quête pour trouver une quête pour trouver des remèdes efficaces contre l'agitation. Enfin, avec le largactyle et l'aldol, on a un sédatif qui est efficace contre l'agitation. Et en même temps, c'est un antipsychotique ou un neuroleptique, c'est-à-dire qu'il atténue les symptômes psychotiques, notamment les délires. Le contact social avec les malades a pu se faire. On a pu commencer l'ergothérapie, la sociothérapie. C'était un changement radical, comme si en lisant Dante, on sortait de l'enfer pour entrer dans le paradis. Enfin, pas tout à fait le paradis. On pourrait même dire de façon paradoxale, c'est en tout cas une hypothèse, que les neuroleptiques ont rendu possible l'antipsychiatrie parce qu'on a pu vraiment dialoguer avec les malades. On voit que cette génération-là, notamment en Bruckmann, on a des psychiatres qui avaient, c'était l'époque de l'antipsychiatrie, donc c'était un peu avant Foucault, mais les premiers antipsychiatres britanniques et les psychiatres belges subissaient cette influence avec l'idée que en prenant le patient à domicile, et ça devenait possible de prendre le patient à domicile, et en discutant avec lui, on allait pouvoir le guérir. Vous connaissez, je vais aller très vite sur l'histoire du largactyle, mais simplement pour vous dire que c'est, encore une fois, de certaine façon, le hasard, parce que un médecin, on en a beaucoup parlé dans les années 60 et 70, c'était un médecin, d'ailleurs il y a eu des films d'Alain René, Mon oncle d'Amérique, personne n'a vu ça, oui, c'est quand même, c'était un médecin qui avait des idées un peu sur tout. Au départ, il n'était pas psychiatre. Paulin lui propose le R1452, c'est-à-dire la chlorpromazine, et il voit que c'est pas très utile en anesthésie, mais c'est comme si la molécule provoquait une sorte de désintérêt chez le patient, comme si le patient était désafférenté, devenait insensible au monde extérieur. Voilà l'expression qui va être. Et donc, Laborie voit le potentiel de cette molécule en psychiatrie. Il est lui-même pas psychiatre, mais il va recommander l'utilisation de la molécule. À l'époque, il est à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris.
à des psychiatres de l'hôpital du Val-de-Grâce qui ne voient pas l'intérêt de la molécule ou qui l'utilisent, à l'époque on utilisait aussi l'hibernothérapie ou d'autres traitements. Et c'est Delay, Jean Delay de Nicard, l'hôpital Sainte-Anne, donc Jean Delay c'était le grand théoricien, le grand psychiatre français, comme disait Paul Janssen, qui s'intéressait plus à la littérature qu'à ses patients. Et c'est en fait de Nicard qui va tester la chlorpromazine en voyant que, et au départ on donne à la fois la chlorpromazine avec l'hibernothérapie, donc on mettait de la glace sur les patients. Et puis Doniker part en vacances, il revient, il est un peu fâché parce qu'il voit que les patients ne reçoivent plus de glace. Et les infirmières lui disent « Mais non, t'inquiète pas, ou ne vous inquiétez pas, docteur, ce médicament est très efficace, ils n'ont plus besoin de glace. » Et donc effectivement, on reconnaît les propriétés à la fois neuroleptiques, donc antipsychotiques, et sédatif du Largactil. Et puis, quelques années plus tard, en 58, mais encore une fois, ça dépend des services. Donc, il y a certes, à Sainte-Anne, par exemple, des jeunes psychiatres vont utiliser la molécule. Les anciens psychiatres considéraient qu'il fallait utiliser des thérapies plus en profondeur, comme le coma insulinique, parce que là, on travaillait vraiment en profondeur le cerveau de ces malades schizophrènes ou démons précoces. Alors, encore une fois, et Paul Janssen qui est mort quelques années après, au début des années 2000. Voilà comment il m'a raconté l'histoire de la synthèse de l'halopéridol. CO-dopage dans le sport, j'ai écrit un petit bouquin sur mais ça n'a rien à voir. Mais à l'époque, donc dans les années 50, les cyclistes prenaient des amphétamines, hein, donc ils prenaient copie et tout ça, enfin, pour les générations des années 50, pas tous les cyclistes, mais beaucoup de cyclistes prenaient des amphétamines. Et on sait que l'amphétamine à forte dose peut provoquer des réactions psychotiques, hein, d'ailleurs, il y a un Ferdi Kubler qui est un cycliste suisse, donc on dit qu'il a, dans le Ventoux, il avait abusé d'amphétamine à un certain moment, il est devenu quasiment fou, il a fait demi-tour, etc. Et donc, c'est en se basant sur cet effet qui avait été bien noté chez des cyclistes que Janssen a l'idée, dit-il, encore une fois, c'est peut-être la légende, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a raconté, ce qu'il a raconté à d'autres aussi. Celui qui me donna l'idée était un copain qui s'intéressait au sport. Il avait remarqué que des coureurs cyclistes dopés à l'amphétamine avaient des comportements stéréotypés semblables à ceux de la schizophrénie paranoïde. À l'arrivée de la course, les cyclistes continuaient à courir, interrogés sur leur comportement étrange. Ils répétaient des phrases dénuées de signification. Mon raisonnement était fort simple. Puisque l'amphétamine provoque une psychose, si on trouve un anti-amphétaminergique, eh bien, on va pouvoir contrer la psychose. Puisque l'amphétamine à forte dose semble créer une sorte de schizophrénie paranoïde, essayons de trouver des antagonistes de l'amphétamine. C'est ce que je fis, c'était assez facile. On testait les médicaments sur les souris c'était très bon marché. C'est aussi un commerçant. Hein. Paul Janssen, il était à la fois médecin et pharmacien. Il avait créé sa firme pharmaceutique était en train de naître, et donc il voulait aussi que ce soit rentable. C'était assez facile, on testait des médicaments sur les souris c'était très bon marché. On synthétisait des médicaments qui étaient fort actifs comme morphinomimétiques. Par pure coïncidence, en changeant les structures moléculaires, nous eûmes la chance de trouver les premiers antagonistes de l'amphétamine. En modifiant encore un peu la structure, on synthétisait l'halopéridol. Et donc il va faire tester D'abord, il teste Aldol sur le fils d'un de ses amis médecins qui a fait une sorte de psychose aiguë, et il lui donne de l'Aldol. Il voit que c'est efficace, et puis il donne des échantillons du médicament aux psychiatres de Liège qui vont tester le médicament. Et Janssen est très déçu parce que les psychiatres de Liège identifient dans une publication publié dans un journal belge de psychiatrie, identifie les vertus sédatives de l'aldol, mais pas les vertus antipsychotiques ou neuroleptiques. Et donc Janssen va insister. Dans cette citation, il explique que ce sont en fait les infirmiers qui ont découvert la propriété de l'aldol. Hein. Ceux qui connaissaient le mieux le produit, c'était les infirmiers, frères de la Charité, qui vivaient à l'asile de Dave et qui donnaient les gouttes d'aldol, lavaient les malades, dormaient avec eux. Parce qu'après avoir donné des échantillons à Liège, Janssen, qui n'était pas content du travail réalisé par les psychiatres liégeois, a été voir le docteur Paquet
de l'asile de Dave qui donnait déjà l'aldol à tout le monde, mais en lui demandant de repérer les effets antipsychotiques de l'aldol. Et ce que dit ici Janssen, c'est que ce sont les infirmiers qui ont repéré les effets neuroleptiques de l'aldol. Ce furent eux, dans un certain sens, qui m'apprirent ce qui se passe quand on donne les gouttes, pas les psychiatres. Ils connaissaient très bien la malade. Ce furent eux qui découvrirent la vérité clinique et qui en firent part aux médecins la suppression des hallucinations, des délires, le rapport humain qui devenait à nouveau plus ou moins possible, l'agitation psychomotrice qui disparaissait aussi, faire disparaître l'agitation, le délire et rendre possible le contact humain sans sédation, c'était vraiment un miracle. C'est les phrases de Paul Janssen. Bon, je vais terminer parce que comme ça on aura quelques minutes pour discuter. J'en reviens au modèle médical, à cette notion d'une psychiatrie est-elle scientifique ou n'est-elle pas scientifique. Et si on retient la définition de Claude Bernard, la médecine devient scientifique quand on comprend la physiologie. Bon, c'est une explication assez rudimentaire mais efficace. Donc pour Claude Bernard, tout ce qui existe pathologiquement doit se trouver et s'expliquer physiologiquement. Et alors dans les années 60, avec la découverte de ces psychotropes, de médicaments qui agissent sur les symptômes des patients psychiatriques, mais en même temps, on commence à mieux connaître le fonctionnement du système nerveux central, on commence à découvrir l'existence de récepteurs, de synapses, de neuromédiateurs. Donc, on découvre à ce moment-là les différents neuromédiateurs, par exemple la dopamine, la sérotonine, qui n'étaient pas connus au départ, dans la fin des années 40, on connaissait que la sérotonine. On se demandait même si les connexions synaptiques n'étaient pas purement électriques. Par exemple, John C. Eccles, qui est prix Nobel de neurophysiologie, pense au début des années 50 que la connexion entre synapses est purement électrique. Et donc, on va en même temps découvrir ces neuromédiateurs, découvrir ces psychotropes et faire le lien avec l'idée que, et c'est ce que va expliquer Nathan Klein, qui est un psychiatre, un des premiers, c'est le psychiatre qui a obtenu le prix Lasker pour sa découverte des antidépresseurs, et qui va expliquer qu'en fait, c'est en essayant de comprendre le mode d'action de ces psychotropes, à savoir pour lui les antidépresseurs, quels sont les effets des antidépresseurs sur le système nerveux central, c'est comme ça qu'on va pouvoir, comme dans un miroir, comprendre la pathophysiologie de la maladie. Donc on a l'espoir à ce moment-là de pouvoir comprendre la physiologie des maladies mentales, et c'est l'époque où on a des théories sur le rôle des catécholamines dans la dépression, donc pas assez de catécholamines, pas assez de neuromédiateurs dans la fente synaptique, dépression, trop de neuromédiateurs. Donc c'est des hypothèses qui sont assez simplistes, mais qui à l'époque, bon, aujourd'hui on a des hypothèses un peu plus sophistiquées, mais pas beaucoup plus à vrai dire. Et donc voici ce que dit Nathan Klein, parce que l'espoir de ces psychiatres des années 60 de mieux comprendre les bases biologiques des maladies mentales, en fait, va être un espoir qui va être déçu. Et bon, je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait de progrès, parce qu'il y a eu des progrès assez extraordinaires dans le domaine des neurosciences et de la compréhension du fonctionnement du système nerveux central. On va découvrir des médicaments avec moins d'effets secondaires, mais on n'a pas découvert depuis les années 60 de nouvelles classes de psychotropes. On reste avec des médicaments qui ont moins d'effets secondaires, qui sont peut-être un peu plus précis, mais globalement, ce sont les mêmes médicaments que dans les années 60. On ne va pas faire de découverte. Et les bases physiologiques des maladies mentales, donc l'espoir qui est indiqué ici par cette citation de Nathan Klein, à l'intérieur de l'histoire des inhibiteurs de la monoaminoxydase, donc c'est les premiers antidépresseurs, réside non seulement le secret du traitement de la dépression, donc on va pouvoir traiter la dépression grâce à ces nouveaux médicaments, mais c'est aussi la clé qui nous permettra de parvenir à sa cause et à sa prévention. Donc on va voir quels sont les effets, parce que inhibiteur de la monoaminoxydase, donc on inhibe une enzyme qui détruit les neuromédiateurs. Donc il y a un lien entre la concentration de neuromédiateurs et l'action du psychotrope. Et donc, d'où interviennent toutes ces théories, des théories dopaminergiques de la schizophrénie, théories catécholaminergiques de la dépression, etc.
Tout ça date de ces époques-là, début des années 60. Donc c'est l'idée qu'une porte est en train de s'ouvrir, une porte qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre sur le fonctionnement du cerveau. Elle nous donnera accès aux mécanismes, au traitement de la schizophrénie et peut-être de certains névroses. Et malheureusement, donc alors à ce moment-là, c'est beaucoup de psychiatres américains des années 60, j'avais cité Seymour Katie, vont s'intéresser à la psychiatrie biologique parce qu'ils avaient l'impression que c'était un domaine qui allait permettre des découvertes extraordinaires. Des gens comme Schildkraut ou comment s'appelle Eric Kandel, qui est devenu neuroscientifique, au départ était psychiatre, sont intéressés aux neurosciences et aux neuromédiateurs et aux réseaux de neurones. Et voilà la conclusion de 30 ou 40 ans après, Schildkraut ou Janssen, qui étaient tellement enthousiastes, qui avaient l'impression que c'était l'âge d'or et que très rapidement, on allait comprendre les bases biologiques des maladies mentales. Et bien, 30 ans après, au début des années 2000, et d'une certaine façon, c'est toujours le cas aujourd'hui, Paul Janssen, c'est une grande déception parce que nous avons essayé avec d'autres de trouver des antipsychotiques encore plus efficaces, encore plus faciles à manier, dénués d'effets secondaires. Sans résultat, le seul produit actif, ce sont les antagonistes des récepteurs dopaminergiques. En fait, on en sait encore très peu sur les bases cérébrales des maladies mentales. Donc j'avais commencé avec Claude Bernard, je vais terminer avec Claude Bernard. Claude Bernard avait raison d'affirmer que la nécessité pour la médecine de toujours agir la force à garder l'empirisme. La première pensée qui vient à un médecin appelé auprès d'un malade, c'est de savoir ce qu'il a et ce qu'il faut lui faire pour le guérir, les forcer d'agir. C'est cette nécessité qui est la plus forte racine de l'empirisme. Elle existera toujours, donc on agit même quand on ne comprend pas la maladie. Car ainsi que l'écrivait Seymour Katie, le patient qui souffre d'une maladie ne peut pas attendre. Le médecin qu'il consulte pour recevoir de l'aide peut difficilement lui dire « revenez dans 3 siècles » lorsque nous comprendrons vraiment toutes ces choses. Je vous remercie pour votre attention. Et je suis désolé d'avoir été un peu long. Voilà, merci beaucoup Jean-Noël. Donc on peut passer la séance de questions. La première étant toujours la plus difficile à poser. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer parmi vous. Je vais juste passer le micro parce que pour l'instant on n'a qu'un micro et on enregistre. Donc voilà, qui se lance ? Oui, Mathieu. Donc, dans la citation que vous reprenez, vous dites revenez dans 3 siècles. Faudra-t-il 3 siècles? Attends, si tu veux bien, je dois jouer le micro. Alors, mon ami et collègue Gilbert Rotoy, que j'utilise toujours dans des situations délicates, lorsqu'on me pose une question difficile, disait que le futur est opaque, donc on ne peut pas prévoir les avancées dans ce domaine. Mais je pense que si on prend, moi, je me suis fort intéressé aux neurosciences parce que j'ai écrit ma thèse sur le sujet. On comprend encore, on commence à comprendre des mécanismes élémentaires comme la perception visuelle, la perception des couleurs, la mémoire, comment encoder la mémoire au niveau du système nerveux central. Et on comprend aussi des choses sur les émotions et on a des hypothèses sur les maladies mentales, des hypothèses biologiques. Mais on est encore très loin de comprendre les mécanismes, de savoir ce que c'est ce que ça représente au niveau. Et évidemment, c'est pas le seul point de vue. Moi, je suis pour une approche. Je parle ici que de la psychiatrie biologique, mais je pense qu'il faut une approche multiforme en psychiatrie. Il faut aussi une approche psychothérapeutique. Il faut différents points de vue. Mais si on prend uniquement le point de vue de la psychiatrie biologique, c'est-à-dire une approche naturaliste de la maladie mentale, je pense qu'il faudra très longtemps encore avant de comprendre. Et même si on comprend, parce que par exemple, pour certaines maladies neurologiques, on comprend. Ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on peut agir et agir de façon efficace. Donc, je ne suis pas pessimiste. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus comme si c'était on fait des choses. Je ne critique pas du tout la psychiatrie contemporaine, ni les psychiatres qui ont une certaine efficacité de façon artisanale grâce aux médicaments, aux psychothérapie et qui aident les patients. Donc, on fait des choses. Mais
personne ne comprend, on ne sait même pas si ça existe la schizophrénie, et personne ne comprend ce qu'est la schizophrénie. Enfin, peut-être que s'il y avait un psychiatre expert, il ne serait pas d'accord avec moi, mais je pense que personne ne comprend aujourd'hui les bases biologiques des maladies mentales. On a bien quelques hypothèses comme ça, mais rien de convaincant. Et même si on les comprenait, ce n'est pas pour autant qu'on aurait des traitements efficaces, parce que peut-être que y a une partie génétique, il y a une partie anomalie de l'architecture, peut-être des réseaux de synapses, des réseaux de neurones. Donc même si on comprend, c'est pas évident de pouvoir intervenir au niveau étiologique. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour les patients psychotiques, on peut un peu les aider de façon symptomatique, mais il n'y a pas de traitement miracle, et c'est pas pour demain. Donc je ne sais pas si ça. Le futur est opaque, donc je n'ai pas de réponse à la question. Donc c'est Mourchetti. Donc voilà, je n'en sais rien, mais je pense qu'à court terme, il n'y a pas eu beaucoup de progrès depuis la citation de Mourchetti. C'est passé 50 ans maintenant, et en 50 ans, il y a eu des progrès, mais pas énormément en psychiatrie biologique. Voilà. Merci. Une autre question ou commentaire? Oui. Je ne sais pas si c'est une question peut-être bête, mais est-ce que par rapport à la leucotomie, il y a maintenant une opération qui est équivalente mais plus évoluée ou pas du tout? Il y a eu, oui, il y a eu plus évolué, je ne sais pas, mais vous avez eu la neurochirurgie stéréotaxique, c'est-à-dire que on opérait en ciblant mieux la lésion chirurgicale. Puis on a fait de la chirurgie stéréotaxique au gamma knife. Et maintenant, on a ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde, qui est utilisée pour soigner différentes maladies mentales, notamment ce qu'on appelait avant la névrose obsessionnelle, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Donc on a la stimulation cérébrale profonde, donc c'est plus des lésions, on insère en quelque sorte on insère des artefacts qui permettent de stimuler certaines régions du cerveau dans des régions cibles, qui diminuent par exemple, qui peuvent diminuer les troubles obsessionnels compulsifs. On a utilisé la stimulation cérébrale profonde au départ dans le Parkinson, parce que Parkinson, on connaît la cause. Enfin, c'est un déficit dopaminergique. Enfin, et en donnant de la L-Dopa, on peut atténuer les symptômes. Mais dans les cas résistants à l'L-Dopa, on peut faire de la stimulation cérébrale profonde. Et là, encore une fois, même la chirurgie est empirique, parce que les premiers neurochirurgiens comme Yves Agit, qui ont traité les premiers patients atteints par stimulation cérébrale profonde, les premiers patients souffrant de Parkinson, donc un trouble neurologique, pas un trouble psychiatrique, eh bien, lorsqu'on place, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas une pile, je parle le terme technique, mais disons là. Oui, c'est une électrode, si on veut. Disons l'électrode, c'est mieux que pile déjà. Je sais pas si une électrode dans le cerveau. Et donc, avant de la placer définitivement, on teste pour voir où ça fonctionne. En l'occurrence pour le Parkinson, où on parvient à atténuer les symptômes de tremblement et de bradykinésie. Mais alors, on s'aperçoit, parce qu'il y a des régions émotionnelles, donc dans le cerveau, c'est petit, et donc si vous déplacez un peu, c'est comme ça qu'on a découvert certaines régions qui codaient pour les émotions dans le cerveau. Et comme on touche aussi des régions qui codent pour les émotions, on a eu l'idée d'utiliser la stimulation cérébrale profonde pour traiter certaines maladies mentales. Donc c'est un nouveau courant de la psychochirurgie où on ne détruit plus, mais on stimule certaines régions du cerveau. Voilà. Une autre question? Oui, bonsoir. J'ai deux petites questions. Tout d'abord, à quand un nouvel âge d'or du coup de la psychiatrie? Si vous voyez un petit peu le truc venir. Et la deuxième chose, c'est j'ai l'impression un peu qu'on oppose souvent biologie et esprit, tous ces aspects-là. Est-ce qu'un jour finalement ces deux entités arriveront à communiquer ensemble et à aller de l'avant?
cerveau, donc sur la philosophie des neurosciences. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre le mental et le cérébral, sauf que c'est vu d'un point de vue différent. Donc, l'expérience intérieure, c'est un point de vue à la première personne. Et le problème, c'est que les neurosciences et donc la psychiatrie biologique aussi, forcément, c'est un point de vue à la troisième personne. Si vous parlez de réseaux de neurones ou si vous montrez des images avec les nouvelles techniques d'imagerie médicale, vous avez une vision objective du cerveau, mais vous n'avez aucun point de vue sur l'expérience intérieure. L'expérience intérieure est quelque chose qui vous appartient en propre. Personne n'a accès directement à votre expérience intérieure. Donc, l'idée d'une théorie unifiée, à mon avis, n'arrivera jamais. Enfin, moi, j'ai des amis qui travaillent sur la question de la conscience, donc ça reste une question difficile. Donc, on sait bien, enfin, on comprend bien que moi, je suis plus... Au départ, je disais que j'étais matérialiste, mais comme on sait plus que c'est la matière, j'évite ce terme. Enfin, je pense que l'esprit ou l'expérience intérieure, la conscience, est une propriété du système nerveux centrale, mais voilà, c'est simplement c'est une thèse empirique. Et alors, à l'époque, on me demandait aussi parfois de donner des conférences. Enfin, on m'a demandé ça quelques fois. C'est un exercice difficile de parler à l'époque de la philosophie des neurosciences à des élèves de l'école primaire, donc des enfants qui ont 12 ans. Et alors, je leur demandais, je parlais de la conscience et c'était dans un petit pavillon, et donc il y avait une fenêtre qui donnait sur un arbre, et je leur demande, est-ce que vous pensez, qui pense que cet arbre est conscient? Et dans ma tête, l'arbre n'était pas conscient, donc je m'attendais à des réponses plutôt négatives. Et à mon grand étonnement, la plupart des élèves ont dit, mais oui, l'arbre est conscient. Et en fait, on n'en sait rien. En fait, on sait pas. Je dis qu'on n'est rien. Je ne dis pas que les arbres ou les végétaux sont conscients, mais on sait qu'il y a une intelligence végétale. Donc, je n'ai aucun élément pour dire, mon intuition, ce serait de répondre par la négative, comme je suis persuadé que cette table n'est pas consciente, que mon ordinateur n'est pas conscient. Et sur la question philosophique, c'est comment, c'est le texte de Thomas Nagel, qui est c'est un philosophe, Thomas Nagel, un philosophe de l'université de New York, qui a publié sans doute l'article le plus cité en philosophie des neurosciences. C'est quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris? What is it like to be a bat? Où il dit simplement que c'est un argument contre la théorie de l'identité. La théorie de l'identité, esprit-cerveau, l'esprit et le cerveau. À l'époque, si je me suis intéressé à la philosophie des neurosciences, c'est aussi parce que dans les années 80, j'ai lu le bouquin de Jean-Pierre Changeux, qui était le grand neurobiologiste du Collège de France, qui avait publié donc L'homme neuronal en 83. Et Changeux défendait l'idée d'identité entre l'esprit et le cerveau. L'esprit, c'est le cerveau. Bon, d'une certaine façon, c'est vrai, mais c'est pas suffisant parce que le point de vue objectif et le point de vue subjectif sont pas conciliables directement. Et donc, ce que dit Nagel, c'est qu'un scientifique aura beau étudier de façon exhaustive l'appareil nerveux de la chauve-souris, l'effet que cela fait à cette chauve-souris d'être une chauve-souris, si ça lui fait un certain effet, probablement comme ça doit faire un effet à mon chat d'être ce chat, échappera toujours aux scientifiques. Donc, on aura, même en utilisant l'imagerie médicale, vous n'aurez jamais un accès direct à l'expérience intérieure. C'est toujours par analogie, y compris votre expérience, ou en l'occurrence mon expérience. Vous avez l'impression que je suis un être conscient, mais en fait, vous n'en savez rien. Je peux être un androïde de nouvelle génération qui arrive ici et qui est un robot. J'ai un doctorat qui travaille sur les robots sexuels, donc tout est possible dans ce monde. Voilà. J'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais il est tard et je délire un peu, excusez-moi. Une autre question aux commentaires? Moi, j'avais une question. Tu dis, au début, tu as cité, il y avait une citation qui relatait un peu la posture. À l'époque, on disait, de toute façon, au point où ils en sont, toute tentative ne peut être que positive. Comment ces idées, bon, je suppose que ces idées-là ont évolué aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est? Comment le process s'est fait? Je suppose que ça peut faire l'objet de toute une conférence, voire plusieurs, mais à quel moment ça a réellement changé tout ça? Si ça a changé. Ça a changé. Bon,
cette éthique médicale, ça a changé, j'en ai pas parlé parce que j'ai été abusé de votre patience, mais c'est la naissance de l'éthique biomédicale et de la bioéthique dans les années 60, où on commence à abandonner le paternalisme médical. Enfin, je pense que les médecins sont toujours paternalistes, moins qu'avant, mais ils restent paternalistes, les médecins. Donc, c'est eux qui savent. La notion de consentement illustre ce paternalisme, puisque les médecins proposent un traitement et on doit consentir au traitement. C'est pas un choix éclairé, on demande un consentement éclairé. Bon, c'est un détail, hein. Mais disons que les psychiatres, enfin, on le voit bien avec Paul Janssen. Paul Janssen avait proposé l'aldol en gouttes pour le donner à l'insu du patient. Et donc, Madame Michel, l'infirmière, mettait les gouttes d'aldol dans le potage du patient, à l'insu du patient. Donc, la notion de consentement éclairé, qui est aujourd'hui une des bases de l'éthique médicale, à l'époque existait d'un point de vue théorique, parce que dans le code de Nuremberg, on insiste sur le consentement informé éclairé du patient. Pratique, la notion de consentement informé éclairé était très très peu utilisée. La plupart des essais thérapeutiques, on demandait, des années 60, on demandait même pas aux patients on n'informait pas nécessairement le patient du médicament qu'il recevait, parce que le code de Nuremberg, c'était pour les méchants médecins nazis qui avaient abusé, qui avaient torturé des patients, mais pas pour le bon médecin occidental qui essaie d'aider les patients. Et donc, dans les années 60, la plupart des essais cliniques se font sans consentement éclairé. Et ça change au début des années 60, suite à des scandales dans l'expérimentation médicale. Il y a plusieurs scandales, notamment une étude sur la syphilis où on laisse des Noirs américains qui ont la syphilis sans traitement, alors qu'à l'époque on avait un traitement pour faire une étude en double aveugle, des patients chez qui on insère des cellules, des patients qui sont en stade 4 de cancer, mais chez qui on insère néanmoins des cellules cancéreuses sous la peau, des choses comme ça, des scandales liés à l'expérimentation médicale. Et là on se dit il faut réguler tout ça, c'est la naissance de la bioéthique et on instaure la notion de consentement informé éclairé. Et donc on passe du paternalisme à une médecine qui s'ouvre à l'éthique biomédicale. Donc ça change dans les années 60 avec la naissance des comités d'éthique, etc. Et une régulation de la recherche, la déclaration d'Helsinki dans les années 60 et des choses comme ça. Mais avant c'était à la fois le médecin qui était juge de l'efficacité du traitement, ça change aussi dans les années 60. On passe de l'efficacité subjective perçue par le psychiatre ou par le médecin. Et Janssen lui-même a dit, Janssen m'a dit, je n'ai pas besoin de ces essais en double insu, ça ne sert à rien. Il y a l'évidence thérapeutique. Et donc, effectivement, quand le traitement est efficace, peut-être que c'est vrai, mais Janssen, par la suite, disait que les essais en double insu en psychiatrie ne servaient qu'à prouver l'efficacité de traitements en fait qui n'étaient pas efficaces. Et donc il fallait les essais de... Bon, donc c'était vraiment donc Paul Janssen c'était un grand chercheur, hein, donc mais il était encore avec cet esprit paternaliste qui est quand même bon. Pour avoir fréquenté, je fréquente moins maintenant, mais pour avoir fréquenté les hôpitaux à l'époque, en tout cas dans les années 80-90, c'était quand même le paternalisme qui régnait. Je pense qu'il est encore bien présent, même si aujourd'hui, heureusement, il y a des règles déontologiques et puis la naissance de la bioéthique et de l'éthique médicale avec, au moins formellement, des chartes des patients, des protections, etc. Donc on est sorti du paternalisme. Et ça, c'est des expressions qui datent encore de... Donc, c'est le médecin qui sait ce qui est bon pour le patient. Et donc, c'est lui qui fait le calcul risque-bénéfice. On ne demande pas son avis au patient, c'est le médecin qui fait le calcul risque-bénéfice pour le patient. Je propose d'arrêter là. En tout cas, un immense merci. Merci à vous. Merci à vous.